Bonsoir à tous et bienvenue sur Géopolitique Profond pour votre rendez-vous du dimanche soir. Alors, je suis très content de pouvoir faire cet entretien qu'on vous avait promis pour ceux qui ont suivi la matinale cette semaine. On a pu faire un entretien donc avec Sophie Lefez. C'était sur un sujet qui abordait un article publié dans la revue, le tout premier article de Sophie Lefez qu'on a pu publier dans la revue, qui concernait le budget militaire de l'OTAN. Donc, je vous invite à regarder à nouveau cette matinale. C'était celle de vendredi pour découvrir ce sujet-là et pour les lecteurs, normalement vous l'aviez déjà vu et merci d'ailleurs pour tous vos retours positifs. Et on va aborder donc un sujet, parce qu'on en parlait pendant la chronique en disant qu'on allait élaborer certains thèmes. Ça concerne là encore un article publié en deux parties passionnant de Sophie Lefez sur la course à l'high-tech. C'est un sujet qui est extrêmement important dans ce contexte aujourd'hui d'armement européen, de tensions géopolitiques, de risques de guerre et aussi de certains types de conflits que l'on a pu observer, que l'on peut encore observer aujourd'hui. Et donc, ça abordera plein de thématiques sur la place de la France, la place de l'Union européenne, aussi la question de coût, de souveraineté, d'autonomie. Voilà, donc un sujet que je trouve vraiment passionnant. Mais tout d'abord, bonsoir Sophie Lefez et merci d'être à nouveau présente ce soir. Bonsoir, Raphaël. Donc alors, je vais faire la présentation rapide, mais si je me trompe, n'hésitez pas à me corriger. Donc, Sophie Lefebvre, vous êtes donc poétiste économiste, docteur en sociologie des techniques, ex-officier. Vous avez travaillé comme consultante pendant une dizaine d'années dans le domaine de la défense. Vous étiez aussi consultante au sein de l'IRIS, si je ne me trompe pas. Et maintenant, vous êtes enseignante. Est-ce que vous pouvez me rappeler exactement où est-ce que vous faites votre enseignement, que je ne me trompe pas? J'enseigne comme vacataire à l'université de Caen et je suis rattachée dans un laboratoire là-bas qui s'appelle le CEREV. Très bien. Et vous avez écrit un ouvrage qui concerne le sujet que l'on va développer ce soir. C'est l'illusion technologique dans la pensée militaire que vous pouvez trouver directement sur le site de Sophie Lefez. Euh, une nouvelle édition, donc revue et augmentée, que vous pouvez acheter dès maintenant sur un sujet voilà, très intéressant. Donc, on va pouvoir présenter une partie de cet article assez dense et technique, mais qui est vraiment intéressant. Donc, première question, étant donné que le titre de cet article mentionne la course à l'high-tech. De quoi parle-t-on quand on va parler de cette fameuse course à l'high-tech? De quelle haute technologie parle-t-on exactement? Alors, en fait, ce qui m'a intéressé sur ce sujet-là, c'est on était dans la guerre en Afghanistan et j'étais étonnée de voir qu'il y avait des engins explosifs improvisés, donc on appelle EEI en français, IED en anglais, qui sont, on va dire, une certaine version des cocktails Molotov qui neutralisaient nos véhicules blindés. Et je me suis dit, c'est quand même bizarre parce qu'on a quelque chose qui coûte pas grand-chose, bricolé avec les moyens du bord. Au départ, c'était de l'engrais, des réveils. Ensuite, c'est un peu plus sophistiqué, qui mettent en défaut des véhicules sur lesquels on a quand même réfléchi pendant 20 ans avant de les sortir et qui coûtent quand même aussi une certaine somme d'argent, en fait. Et Hmm. puis, comment ça se fait que ces véhicules-là se fassent neutraliser? On n'a pas besoin de les faire exploser en mille morceaux, mais simplement le fait qu'ils puissent plus rouler, bah, en fait, quelque part, la mission, elle est accomplie. Donc, comment ces véhicules-là peuvent être aussi facilement, du moins vu de loin, être mis en défaut par des moyens si simples? Donc ça, c'était vraiment le point de départ de ma réflexion. Et puis, quand on discute avec les militaires sur les besoins, puis qu'on regarde, hein, on va chercher généralement à pouvoir aller plus vite, plus loin, être plus perforant, etc., etc. Donc, c'était un petit peu pour moi la devise des Jeux Olympiques, hein, plus haut, plus loin, plus fort. Donc, c'est ça pour moi, cette idée derrière la course du high-tech. Voilà. Pouvoir aller plus loin, plus vite, plus haut, plus fort, plus perforant, etc., etc. Et je me suis demandé, mais quelle utilité vraiment opérationnelle, quelle efficacité sur un théâtre d'opération? Mais peser le pour et le contre, sachant qu'en plus, ce sont des matériels qui coûtent relativement cher. Donc, j'en Hmm. parlais vendredi, mais c'est une étude aussi que j'ai faite, qui est publiée par contre par l'IFRI, donc un autre centre de recherche que l'IRIS, euh, où j'ai pris les matériels. Alors, j'ai fait une comparaison d'une génération sur l'autre à l'achat. Alors, je l'ai faite aussi sur le soutien, mais ça n'a pas été publié par l'IFRI. Et à l'aide des rapports parlementaires et des rapports de la Cour des comptes, j'ai pris les mêmes sources pour pouvoir faire des comparaisons hein, pour les matériels. On voit que
On est, alors en ordre de grandeur, on va passer en x5, x10 pour les coûts d'achat. Et en coût de soutien, on est entre x2, x10 pour un même matériel. Un hélicoptère ancienne génération, nouvelle génération, sachant que c'est à peu près une quarantaine d'années de vie de mise en service de ces matériels. Donc une génération sur l'autre, c'est sur 40 ans. Voilà, donc quand on voit l'augmentation budgétaire, donc pas juste à l'achat, mais c'est qu'il faut pouvoir aussi payer en x2, x10 sur 40 ans. Donc quand on compte en cycle de vie du produit, comme on dit aujourd'hui, bah, vous avez l'achat plus le cycle de vie, ça fait quand même une certaine somme d'argent. Et on voit bien que le budget, lui, ne fait pas x2, x5, x10 en 40 ans. Donc je me suis dit, il y a un problème quelque part. On risque d'arriver sur une impasse financière en continuant sur cette trajectoire de plus loin, plus vite, plus haut, etc. Hmm. Et ce qui est intéressant, c'est que on peut être confronté à une impasse financière et on est aujourd'hui dans un certain cadre avec un narratif de guerre qui est mis en place de ce fameux armement européen face à la menace existentielle russe que nous connaissons tous, bien évidemment. Euh, Et ces levées de fonds suscitent beaucoup d'inquiétudes parce que on peut voir que ça crée de plus en plus de dettes, que ça peut être une contribution donc des citoyens aussi par le biais de fonds publics, ce qui inquiète énormément. C'est pour ça qu'on a pu voir aussi le nouveau chancelier allemand, on en avait parlé lors de la matinale, mais c'est toujours bien de le rappeler, hein, avant qu'il soit officiellement chancelier, l'Allemagne a réussi donc à modifier le frein constitutionnel pour pouvoir s'endetter sur le budget militaire. Et nous avons eu, nous aussi, de nombreux discours hein, avec notre cher Éric Lombard qui nous a annoncé un magnifique plan de financement pour les citoyens. Si vous souhaitez gagner de l'argent, vous pouvez déposer de l'argent pendant on ne sait combien d'années, avec on ne sait quelle rétribution, mais c'est pour financer l'industrie française. Donc c'est un sujet qui est quand même important, ce sujet-là de la course à la technologie, de l'innovation, parce qu'il y a un aspect certes philosophique, mais aussi un impact concret, que ce soit sur l'autonomie stratégique d'un pays, mais aussi sur le poids que ça va avoir sur les citoyens. Alors, question plutôt simple pour continuer à poser ce cadre, c'est euh, est-ce que la philosophie occidentale peut être définie donc d'une certaine manière en rapport avec la guerre? Quelle est-elle exactement? Aujourd'hui sur cet aspect de l'innovation et de la technologie. Je pense que c'est important, même si ma question peut paraître simple, et c'est pour les lecteurs, ils ont peut-être déjà la réponse, mais c'est que ça permet quand même de poser un cadre vraiment très spécifique à ce qu'est l'Occident et à sa transformation finalement que l'on observe aujourd'hui. En tout cas, la tendance qu'elle est en train de prendre se justifie par un esprit que l'on retrouve depuis bien longtemps. Alors, avant de répondre à votre question sur la philosophie, j'aimerais revenir sur ce que vous avez dit avant, sur cette histoire de dette, parce que pour moi, il y a quand même une question importante. C'est pas juste j'ai pas de l'argent et puis je vais voir des marchés financiers puis je vais avoir de l'argent pour financer mon armée. C'est qu'on est quand même particulièrement endetté. Je crois qu'aujourd'hui, en termes de moyenne au niveau de l'UE, on est à 80, enfin la dette, c'est 80% des ressources des États minimum 80 et quelques. Donc c'est quand même beaucoup, je trouve. Et pour moi, là, il y a une question de souveraineté derrière la dette. Le point de vue des économistes, c'est de dire, bon, bah, on ne va pas s'inquiéter, c'est quoi le taux d'intérêt, c'est quoi le solde primaire, est-ce que les pays peuvent rembourser, de toutes les façons, un pays, il est éternel, ça c'est un discours qu'on entend, donc on a toute l'éternité pour rembourser la dette, et on peut très bien refaire de nouveaux prêts pour rembourser la dette d'avant, tant que le taux du prêt actuel, il est plus bas que le taux du prêt précédent, on y gagne. Dans le strict plan économique, c'est une chose. Mais moi, je me dis, les gens qui nous prêtent de l'argent, ils ne le font pas par bonté d'âme, ils ne le font pas par charité de cœur, et ils ne le font pas juste pour gagner de l'argent. J'en suis pas tout à fait convaincue, en tout cas. Donc, je me dis, là, ils pourraient très bien me dire, bon, bah, je vous prête de l'argent, mais en même temps, vous faites tel et tel type de politique budgétaire, monétaire, industrielle, ce que vous voulez derrière. Donc, vu que l'armée, quand même, au départ, pour moi, c'est pour défendre la souveraineté d'un État, il y a quelque part une contradiction entre vouloir défendre sa souveraineté en s'endettant vis-à-vis d'acteurs privés. Donc ça, c'est une première question. Ensuite, vous avez parlé oui, de l'usage, mais il va falloir que je revienne plus tard sur cette question, donc je vais partir sur la question de la philosophie. Euh, alors oui, quand on regarde les travaux, alors ça c'est Victor Davis Hanson que j'aime bien, qui est un historien américain qui a publié Le modèle occidental de la guerre et Carnage et Culture. Donc je trouve que c'est des titres qui expliquent bien ce dont il est question. Il remonte aux hoplites grecs et il explique que, donc historiquement, traditionnellement, et nous sommes les héritiers de ça, même si on n'en a pas forcément conscience, on fait un combat en plaine.
On a les deux armées l'une en face de l'autre, on s'affronte dans le choc et on essaye d'abattre le plus d'adversaires possible dans un choc frontal. Donc il nous faut une certaine puissance. Et il trouve, c'est sa thèse, qu'en Europe, et donc ensuite aux États-Unis par extension, on a gardé cette culture-là de la guerre. On est là dans un choc frontal, donc on va essayer d'avoir la plus grande puissance de choc et on est sur un terrain plat. Si on essaye de nous prendre par derrière, à revers, etc., on va dire c'est un traître. Donc, il fait ce commentaire-là à propos, par exemple, ce qu'on appelle dans des attaques terroristes. Il dit, bah oui, parce que pour nous, on va le qualifier de terroriste parce qu'il nous prend par surprise, pas sur un terrain franc où on le voit dans les yeux. Mais c'est peut-être aussi une façon différente de faire la guerre. Et quelque part, des fois, c'est pas idiot non plus, parce qu'on sait que si on va affronter de face quelqu'un qui est plus fort que soi, on a peu de chances d'en réchapper. Donc, c'est intéressant d'utiliser plutôt des techniques de guérilla, par exemple. Donc, comme on est dans cette logique de choc frontal et de plus grande puissance de feu, ça explique qu'on va chercher à être justement plus fort, plus perforant, plus vite, prendre note de vitesse, etc., etc. Yeah.